C'est clair que Nadal représente Roland-Garros pratiquement par rapport à tout ce qu'il a amené, tout ce qu'il a fait sur ce tournoi. Mais je pense que même s'il est absent, tu as d'autres joueurs qui vont être sur le devant de la scène. Donc ça va rester quand même un grand tournoi parce qu'il y a des grands joueurs qui vont y être. Et je pense que le plus grand perdant, c'est Nadal, quoi. Moi, je mets quand même toujours sur le sportif, parce que je pense que c'est lui qui en souffle le plus. Oui, mais les arguments de jeu étaient sportifs en plus. Affronter Nadal sur terre battue en 5-7 à Roland. Celui qui en souffle le plus, je pense que c'est lui. Et par rapport à la déclaration qu'a fait Nadal, on a le sentiment que c'était presque là qu'il voulait faire ses adieux. Oui. On a cette sensation-là. Oui. Donc je pense qu'il doit remettre ça un an après, et je suis d'accord avec Eric. Est-ce que dans un an, il pourra le faire par rapport à toutes ces blessures qu'il a régulièrement? Je ne suis pas sûr, donc je pense qu'il... tu vois, Giovanni dit, ouais, c'est pas trop grave pour c'est catastrophique pour lui, il est sûr de rien. Si, quand même. Si c'était il y a 10 ans... C'est une incantation. Il suffit de regarder les images pour voir que c'est le perdant. Voilà, les images de Nadal, il est au bord des larmes. Dans sa tête, c'était ses adieux, là. Il est arrivé pour faire ses adieux. Il est au bord des larmes et... Évidemment que c'est Nadal le perdant dans cette affaire. Le tournoi, évidemment, et on ne va pas dire ici que Nadal, il n'impacte pas Roland-Garros, mais est-ce que Pelé, il n'impactait pas la Coupe du Monde? C'est l'histoire du sport qu'il y ait toujours quelqu'un qui vienne après, qu'il y ait toujours une compétition qui redémarre et que finalement, on oublie quand même un petit peu celui qui avait gagné avant mais et qu'on s'intéresse à celui qui va gagner demain. Vous avez raison, Étienne, en général, on parle d'un vainqueur, on parle d'un vainqueur. Mais là, finalement, la carrière de Rafael Nadal à Roland-Garros. Avant Nadal et Roland-Garros, la référence était Borg. 6 Roland-Garros. Nadal, c'est 14. Oui, mais c'est un. Non, pardon, excusez-moi, c'est un double Borg. Oui, mais pour les plus vieux, c'est une bonne comparaison finalement, parce que pour les plus vieux comme moi, Borg, je veux dire, c'était le symbole de Roland-Garros, le symbole de la terre battue, et c'était Iceborg, etc. C'était phénoménal aussi, évidemment moins que Nadal maintenant, mais quand Borg il a arrêté, on est passé à autre chose. Oui, mais à l'époque de Borg, dans les esprits, c'était Nadal aujourd'hui. Parce que tu n'avais personne d'autre qui avait fait ça. Donc les 7, c'était incroyable. Et quand il a arrêté, ou 6, pardon. Là, on est encore à un niveau supérieur. Oui, mais à l'époque, tu n'avais pas ça. Il faut quand même dire un truc pour Giovanni, son angle d'attaque. Parce que j'ai eu du mal à comprendre comment on pouvait mettre le tournoi. Mais son angle d'attaque était très intéressant. Parce qu'en fait, lui, il attaque le tournoi, mais il attaque aussi l'adversaire. Les adversaires qui finalement se challenge pas. Non, c'était bien, c'était très bon. Mais je reste aussi sur Nadal. Nous, on passe notre temps sur ce plateau à expliquer que les clubs sont plus importants que les joueurs. Tout le temps. On n'arrête pas de dire au PSG. C'est la vie. Individuel. C'est pas pareil, mais il n'empêche que ça veut dire que le tournoi en tant que tel est aussi supérieur à l'individu qui le dispute. Malheureusement pour lui. Il existera toujours. Donc il va toujours le supplanter à un moment ou à un autre. Donc de fait, et Nadal, on se rend bien compte, parce que là, il y a quand même un élément que tu oublies, on sent la douleur du joueur. On voit bien qu'il va souffrir pour être là l'année prochaine. Il sera là où on en discutera, mais il n'empêche que tu sens la souffrance. Tu dis il s'en moque, je pense pas qu'il s'en moque. Non, je n'ai pas dit il s'en moque, je dis il n'a plus rien à prouver à Roland. Je veux dire, ah non, mais prouver par rapport à ça, mais prouver par rapport à lui-même, parce que faire autant d'efforts pour revenir après autant de blessures, et au passage, ils sont quand même à 22 chacun avec Djokovic sur le tournoi du Grand Chelem. Le plus grand joueur de l'histoire, ça se jouait aussi sur ce Roland-là. Si jamais Nadal réussissait à gagner encore un Roland-Garros, et là Djokovic, il a les portes ouvertes. Bon, Étienne, ça on est déjà au courant, le plus grand joueur c'est Djokovic. Merci beaucoup. Non, cet aimable commentaire est très populaire. C'est Federer. Calmez-vous là, on va être d'accord. Il y a tout ce qu'il veut. C'est l'histoire de l'émotion et du jeu. Bien sûr. Eric, je suis surpris de votre position. Parce que parce que il y a quelques temps, on avait fêté ensemble, célébré, en tout cas commenté, la retraite de Federer. Là, il y a Federer qui est parti en septembre à la retraite. Nadal, on sent que, comme je vais vous citer un peu, les écuries sont pas loin. Et vous me dites à chaque fois, le tennis, je suis inquiet pour ce sport, parce que là, on a traversé, je me souviens, je vous cite à peu près tête, mais une époque formidable, extraordinaire. On peut dire que c'est l'âge d'or du tennis. Non, mais parce qu'on a eu 3 joueurs, 3 locomotives contrastés avec Djoko, plus de 75 titres, etc. Enfin bon, un peu moins, puisque 22, c'est... Mais bon, ils étaient partout. Mais moi, je suis le tennis, j'adore, je vois des super joueurs arriver, et je m'éclate. Et là, j'ai envie de savoir qui va prendre le lead chez les jeunes, et Djoko tout seul maintenant se retrouve. Mais sincèrement, tu ne devrais pas être étonné de ma réponse. Quand tu as été sportif de haut niveau,
et même, c'est le joueur qui souffle le premier. Ils me font marrer, les mecs. Tu rates une finale, t'as une fracture de jambe, t'es là, mais c'est le joueur qui est avec sa misère. Il peut pas dire je vais revenir. Il aurait eu 22 ans, 23 ans, peut-être, on aurait pu mettre. Là, il a 37 ans, son corps est brisé, nécrose au pied gauche, et on dirait Eric, qu'il on disait déjà l'année dernière, c'était déjà. Là, ça fait 3-4 ans qu'à chaque fois qu'il est sur la oui, mais là, ça fait raide, beaucoup plus. 6 semaines, 14 semaines. Eric, je suis d'accord, mais c'est l'histoire de la carrière de Nadal. On nous a expliqué qu'il était fragile, qu'il allait parvenir, et l'an dernier, il en. Non, mais il a 36. Non, mais plus les années avancent, plus. Évidemment qu'il y a juste une chose. Roland Garros a arrêté. Roland Garros va accueillir. La billetterie est là. Le public va être là. On va voir d'autres joueurs. Ça, je veux pas dire que Nadal va être effacé. J'ai été triste quand Federer est parti parce que pour moi, c'est le joueur que je préférais. Mais j'ai continué à regarder et on oublie vite. Et quand je fais le parallèle avec Ronaldo, meilleur buteur de la Ligue des Champions, qui a parlé de Ronaldo durant cette vie? Personne. Et Messi, quand il arrêtera. Mais c'est l'histoire. C'est pas les mêmes sports. Mais c'est l'histoire du sport. Cassius Clay. Mais Cassius Clay a arrêté. Vous minimisez Nadal et Roland. Mais non, mais Carl Lewis a arrêté. C'est ma période, 84, les Jeux Olympiques à Los Angeles, j'y étais. Ben, c'était mon idole. Mais derrière, il y a eu d'autres athlètes qui arrivent pour battre des records. Juste après, vous aviez arrêté de sprinter. C'est tellement affecté. Je te dis pas qu'il y a 23 piges. Je reprends la main, mes petits. Tu m'aurais vu sur la plage à Venice Beach. Qu'est-ce qu'il envoyait? Il y a des gens qui s'en souviennent, par exemple. Non, des femmes, oui, mais pas des gens. J'aime pas des gens. Non, mais je voulais pas. Je voulais nommer personne. Je voulais nommer personne. Des Américaines. Elle parlait anglais. Le Français avait la cote à cette époque. Et t'avais un accent en plus qui faisait fureur. Le clan des bavards, silence s'il vous plaît. Quand on parle tennis, on va faire intervenir un vrai spécialiste. Merci. C'est qui? Frédéric Vernier. C'est pas Franck Vernier. Franck était pas libre. Etienne, Franck était pas libre. On a pris Fred. Bonjour à tous, c'est Francis. Vous étiez backstage. Vous avez écouté cet échange assez vigoureux entre donc Eric et Giovanni. Vous, votre religion, c'est quoi? C'est de dire c'est Nadal, c'est le tournoi, c'est quoi le plus grand perdant? C'est toujours le joueur, je trouve. Ouais. C'est toujours le joueur parce que quand vous êtes comme Nadal, on voit bien ce qui se passe en fait. Depuis, malheureusement, c'est quasiment un an. C'est pas seulement le début de l'année. Ça fait presque un an qu'il n'a pas fait un grand match sans trop de douleurs, en tout cas des douleurs cachées. Pour moi, c'est le match contre Taylor Fritz à Wimbledon. Après, il se fait sa déchirure là, de plusieurs millimètres. Il est forfait pour sa demi. Et depuis, c'est un chemin de croix permanent. Il revient pour 2 semaines, une semaine. Parfois, il est capable de battre un joueur, un deuxième. Ça va pas plus loin. C'est terrible. Et il a tellement payé cher son 22e titre à Roland-Garros l'année dernière, parce que je m'étais renseigné tout de suite, ça me paraissait fou. Se faire infiltrer 15 jours d'affilée, une infiltration 15 jours d'affilée au pied, parce que les praticiens spécialisés que j'ai pu consulter ou que j'ai pu demander, énormément. Parfois même je donne mes bonnes adresses à Silence, c'est toujours cette petite insigne. Ça donne du poids. Non mais arrêtez, il est sur un fil, notre Fredo, et là, paf, vous mettez une vanne. Frédéric, il y avait un moment là d'écoute et tout ça, prenez des notes, mon Hervé, on va progresser ensemble. Quand vous êtes infiltré, notamment au pied, surtout au pied, c'est une zone qui est tellement pleine, on va dire, de capteurs, de nerfs hypersensibles, que c'est vraiment terrible parce que vous coupez tous vos signaux d'alarme sur ce pied en question. Et derrière, voilà, vous tirez des chèques sur votre santé de manière terrible puisque vous créez des fragilités, des compensations. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe depuis? Il collectionne des blessures différentes, mais plein de fragilités qui n'étaient pas avant présentes dans son organisme. Frédéric, il y a 2 choses essentielles qu'il a dit aujourd'hui. L'essentiel, c'est d'abord qu'il ne sera pas présent donc, à Roland-Garros en 2023. Et puis également, il a annoncé donc, une fin de carrière à l'orée donc, de la saison 2024, à la fin de la saison de 2024. Et comment vous interprétez ça, là, ces 2 annonces? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pour moi, il n'a évidemment pas du tout envie que ce soit son corps qui décide pour lui. Il a envie d'avoir cette espèce de fabuleuse fierté, d'orgueil qu'ont tous les champions, de se dire c'est moi qui décide quand j'arrête. Federer l'a voulu, il n'a pas réussi, puisqu'il a essayé de revenir, il n'est pas arrivé. Son genou a dit stop, notamment. Et là c'est Nadal qui dit, évidemment dans sa tête, le reste ne compte pas, il veut gagner Roland 24. Il voulait gagner Roland 23, il s'est programmé comme ça depuis l'Open d'Australie, ça n'a pas réussi. Il veut réussir en 24, gagner Roland et s'en aller. Roland-Garros 2023 débute dans une grosse semaine, donc Roland-Garros est ouvert. Qui va gagner? Voilà, elle est simple, qui va gagner? C'est tellement... oui. Moi, j'exclus pas une énorme surprise. Je pense qu'on peut avoir un joueur totalement improbable
que serait par exemple un Medvedev, parce que Medvedev est un champion, mais Medvedev sur terre battue le dit lui-même, il a des complexes, il aime pas, il ne sait pas glisser, soi-disant, etc. Voilà. Medvedev se dit nul. Ça serait une surprise. Holger Rune serait malgré tout une surprise, parce que sur la distance des 5-7 sur terre battue, pour l'instant, il n'a rien fait, alors qu'il est bon sur les matchs en 2-7. On pourrait avoir d'autres joueurs encore plus improbables, parce que on n'a jamais vu ça. On a été confronté à une espèce de domination totalement sans partage, même les rares où il ne gagnait pas, de Nadal. Et là, quand le patron s'en va, tout est possible, vraiment tout. Surtout que Djokovic n'est pas dans une forme extraordinaire. Le résultat du duel, Alcaraz, c'est son fils qui prend le relais. Oui, ça serait bon, mais Alcaraz n'est pas garanti parce qu'il a quand même des fragilités aussi, y compris physiques. Giovanni Castaldi était en complète minorité, mais le public vous adore. Bien sûr. Mon cher Giovanni. Je remercie mon public. Frédéric, merci de ces histoires Merci à vous. Merci. Dans quelques minutes. Son public, c'est la porte d'Auteuil. Dans quelques minutes, le JT du Giro présenté par Claire Bricogne. Je tiens à rassurer Claire, ce soir, Giovanni est en plateau et pas en régie. A tout de suite.